Donc pour la deuxième partie, je suis très honoré et je suis vraiment très heureux que notre prochain invité nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation parce qu'il est tellement célèbre, tellement demandé, tellement, un homme tellement, pour qui j'ai tellement de respect que je suis vraiment très heureux ce soir. Alors je vous invite d'écouter M. Reza Derrati, qui est un grand photographe, tout le monde le connaît, donc je ne vais pas le présenter beaucoup parce que ce serait une insulte pour nous. Donc c'est un très grand photographe humaniste et je vais lui passer le micro et je pense que vous connaissez tous. Donc je ne vais pas commencer à diminuer ce personnage qui pour moi c'est un personnage historique de notre pays. Merci Reza. با سلام خدمت همه عزیزان و اینکه از ما خواستن که فرانسه صحبت کنیم. درست آقای So, bonsoir tout le monde. On m'a demandé de faire mon programme en français. Non, donc je vais aller plutôt très direct à ce qui est le programme de ce soir, qui est comment j'utilise la photographie pour l'humanité. En écoutant le Dr Ali, je me suis rendu compte que finalement, ça fait 40 ans que, en tant que reporter photographe, je voyage dans le monde. Et ces 40 ans, peut-être que plus de 25 ans, j'étais dans les zones de guerre, les conflits, dans le camp de réfugiés ou sur les tranchées. Et j'ai beaucoup côtoyé aussi les médecins urgentistes dans tous les moments de guerre. Donc j'ai une bonne connaissance de ce qui est ce métier, ce que vous faites sur terrain aussi. Donc, photographie pour l'humanité, en réalité, c'est ce que j'essaye de faire, c'est montrer une partie de la réalité, de mettre dans un cadre la réalité comme ça se fait, comme ça se joue, et sans intervenir. Donc, j'interviens pas dans les sujets que je photographie. Ici, c'est un moment important pour moi où, après 12 ans d'exil, j'allais me rapprocher de frontières iraniennes en Turquie. Et ça, c'était la scène que je voyais. Je me suis beaucoup concentré de photographier des enfants assez vite parce que je me suis rendu compte que les vraies victimes de toutes les guerres et tous les conflits, avant tout, ce sont les enfants et c'est les femmes dans le deuxième degré. Donc, ce sont les deux grandes victimes de toutes ces guerres et tous ces conflits. Par exemple, malgré que, étant dans les zones de guerre, j'ai dû voir des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, des corps déchiquetés, comme vous pouvez imaginer, et que je les ai photographiés. Mais c'était plutôt par documents que je les photographiais. Les horreurs de la guerre, j'essayais toujours de montrer dans les yeux de survivants, dans les gens qui ont échappé à un attentat, dans les gens dont leur maison était détruite par les bombardements. Et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est ça l'horreur de guerre dans les yeux de survivants, comme cette petite fille afghane qui est dans le village de Tora Bora, qui est le village le plus bombardé de toute l'histoire de l'Afghanistan. Évidemment, pour aller dans ces endroits, atteindre les endroits des fois difficiles, accès, voilà, c'est l'une des photos, c'est la rivière Panj qui est entre Tadjikistan et Afghanistan aujourd'hui. Et c'était le moment de guerre taliban. Je suis avec mon appareil, avec un ami écrivain américain, Sébastien Junger. Et c'était aussi pendant un de nos films documentaires pour le National Geographic Television sur la vie de Massoud. C'était le dernier documentaire qui existe sur la vie de Massoud. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après j'ai lu que Alexandre Macédoine, il a traversé avec ses soldats les mêmes rivières
et ils décrivent les mêmes bateaux avec sur les peaux de vaches gonflées qu'ils ont traversé il y a 2000 ans la même rivière. En réalité, tout a commencé à cet âge-là. À 13 ans, j'étais à Tabriz et je voyais des scènes des mendiants, des enfants pieds nus dans les rues. Et c'était des questions que je commençais à poser. Pourquoi ça existe des mendiants? Pourquoi il y a des gens, des familles pauvres? Et c'était à ce moment-là où cet poème de Hafez, ça m'avait bouleversé aussi. D'Al-Andaloune, Mané Khastedel, Nadan Kist, Keman Khamouchano ou Dar Farano, Dar Rost. Il y avait un programme de radio à l'époque, moi j'avais 12-13 ans, et ce poème, ça m'avait bouleversé, et je disais oui, à l'intérieur de moi aussi, il y a quelque chose qui bouillonne, j'ai envie de dire, de questionner les gens, de montrer pourquoi il y a des pauvres dans la rue, pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas des chaussures, et comme je n'arrivais pas à m'exprimer, c'est comme ça que je suis venu vers la photographie. En apprenant toute seule, donc je suis autodidacte en photographie. Depuis, j'ai fait après des études de physique, parce que je croyais qu'en étudiant physique, je vais apprendre les objectifs de la photographie. Je me suis rendu compte très vite que c'est des matrices et des X et Y. Donc je me suis orienté vers l'architecture et j'ai fait une école Beaux-Arts de Téhéran, à l'architecture, pour devenir un architecte, mais la photographie étant toujours ma passion. Et finalement, c'est en 1979 que j'ai complètement abandonné mon métier d'architecte pour me consacrer à la photographie. Ça fait 40 ans cette année. Et donc, voilà ce qu'il a donné mon travail depuis ces années-là. Depuis 1991, je travaillais aussi pour le National Geographic. Je suis indépendant. Je suis toujours resté indépendant en travaillant pour les différentes publications. Juste, puisqu'on est entre nous, pour vous dire que en 91, que je suis commencé à travailler pour National Geographic. National Geographic existait depuis 103 ans et j'étais la première photographe non américaine qui était acceptée, qui est rentrée travailler au sein de National Geographic. Chacun de ces sujets, c'est 10 millions de copies publiées dans 40 langues. Donc ça a une portée très 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 étendue dans le monde. Il faut juste voir que malgré le nombre de National Geographic, on croit toujours des animaux, des vies sauvages. Comme vous voyez, ce que je vois, c'est ça mon travail, c'est être humain, c'est ce qui est l'humanité. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça, toutes ces histoires que j'essaie de raconter, que sur National Geographic ou des milliers d'autres magazines dans le monde avec qui j'ai travaillé, je continue à travailler pour répandre justement ce que je vois, ce que je suis témoin dans ce monde. Donc presque toutes les grandes magazines du monde. Et d'autres moyens pour moi de répandre ces histoires humaines, c'est par les livres. Mon épouse Rachel, qui est là, elle est écrivaine, et avec mes photographies, nous avons travaillé sur plus de 32 livres jusqu'à maintenant. D'ailleurs, notre prochain livre, ça sort dans 10 jours, il s'appelle Iran, rêves et dérives. Rêves et dérives, c'est un livre de photographie avant, pendant et après la Révolution, il y a 40 ans, que moi et mon frère, qui est photographe aussi, Manouchet Interpreti. Pour vous dire, j'ai quitté l'Iran en 81 parce que mes photographies que je publiais dans les journaux, ça ne plaisait pas aux mollahs et j'ai dû quitter en désastres et catastrophes avec juste un petit sac, mes appareils photo en 81. La télévision, le film documentaire, c'est une autre façon que j'utilise, comme il y a eu une dizaine de documentaires par la télévision de National Geographic sur mon travail, ou TF1, ou FR3, ou d'autres télévisions qui ont fait ça. Quand je lisais l'histoire des enfants
quelques exemples. Ça, c'était pendant le bombardement de l'armée de Russie en Afghanistan, parce que je couvre l'Afghanistan depuis 1983, depuis que les Russes ils sont envahis l'Afghanistan, et je continue encore. Je viens de là-bas, je viens de passer tout le mois de septembre, j'étais en Afghanistan. Et ça, c'était un moment de bombardement de village, et c'est ça qui se passe pendant la guerre. Les enfants, ils perdent leur enfance. On vole leurs enfances avec le premier bruit de bombardement, avec la première attaque. Et regardez ses yeux, on a l'impression d'une femme peut-être de 50 ans, de 60 ans. Il n'y a plus d'enfance dans le regard, assez vite. Il le perd. Ou pendant ce temps de l'invasion d'Afghanistan par les Russes, il y avait des millions de réfugiés qui traversaient les montagnes à pied, comme moi aussi. Moi, je devais aussi partir à pied, travailler dans ce moment. Vous connaissez le nom ou ce portrait de Ahmad Shah Massoud, le résistant afghan que j'ai eu l'occasion de connaître assez vite, au début du moment où il avait commencé à créer la résistance contre le plus grande armée du monde, dans une petite vallée d'Afghanistan qui s'appelait la vallée de Panjshir, et que tout le monde disait mais comment vous allez toute seule vous battre contre le plus grande armée du monde, et il disait que la volonté d'une seule personne, ça suffit de changer le monde, de changer l'histoire. Il avait raison. C'est l'homme qui a organisé la résistance afghane contre l'envahisseur russe. C'est l'homme que finalement il a mis à l'échec le plus grande armée du monde en Afghanistan, et que c'est après cet échec en 89 que le mur de Berlin a tombé. Donc historiquement, lui, il fait partie de ces grandes personnalités de l'histoire de notre région, comme Abou Mostem el-Khorasani, comme Babak Khorramdin, qui sont battus contre un envahisseur, surtout un envahisseur qui était au début les Russes, mais après c'était Taliban et Al-Qaïda, qui arrivaient avec leurs idées, il s'est battu contre tout ça, pour garder une pays indépendance. Il était tué 2 jours avant le septembre, la tragédie des tours de New York. C'était le même plan ensemble, les deux, de tuer Massoud et ensuite faire tomber les tours pour reprendre Afghanistan. Donc je l'ai connu de 85 et pendant 17 ans je côtoyais, j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans les montagnes, de photographier, de le faire connaître dans le monde, mais aussi de faire un très grand film documentaire pour le National Geographic. Voilà, ça c'était le moment où nous nous sommes rencontrés. Moi c'est à droite, avec mon appareil, et c'était le petit cadeau que je l'avais emmené, parce que comme on sait dans notre culture, quand on va voir quelqu'un, il faut emmener un petit cadeau, et même si c'était dans la montagne, ça m'a pris 3 mois de marche, exactement dans la montagne, et de village en village, finalement pour le trouver. Et que je lui ai donné ce échec en cadeau. Il était vraiment ravi. Je savais que c'est un joueur d'échecs, je joue aussi aux échecs. Et sa première réaction, c'était langue afghane. Asseyez-vous, on va jouer à un jeu. Et quand je me suis bien assis, préparé, il m'a dit vous prenez pas comme un rival, je joue très bien. Et j'ai senti que c'est un guerrier, mais c'est un stratège de guerre aussi. C'est-à-dire, il essaye psychologiquement, avant de rentrer dans la bataille, quoi qu'il soit, de battre son ennemi. Donc, j'ai pas voulu me laisser. Allez, je l'ai regardé et j'ai dit un poème de Ferdowsi, qu'après j'ai su que c'était le poème qui a vraiment aidé cette amitié qui était entre nous. Je lui ai dit,
چو فردا برآید بلند آفتاب من و گرز و میدان و افراسیاب. Lui, il était complètement épaté quand je l'ai invité de dire venez, on va se battre. S'il vous plaît, la dernière phrase. بیار آنچه داری ز مردی و زور چو فردا برآید بلند آفتاب من و گرز و میدان و افراسیاب. C'est un poème de Ferdowsi. Ferdowsi, c'est un poème du 9e siècle en Iran qui est le grand poète de l'épopée épique persane. Et dans une des grandes batailles entre deux belligérants, il y en a un qui dit, au lieu de parler, viens dans le champ de bataille et nous nous battrons jusqu'à lever du soleil et le soleil se lèvera sur le vainqueur. Donc c'était comme ça que je l'ai invité à jouer aux échecs. Enfin, donc ça c'est Afghanistan, c'est un endroit où j'ai énormément travaillé, on reviendra après dessus. J'ai aussi été très proche de Benazir Bhutto. Plusieurs mois j'étais avec elle quand elle se battait contre Ziaul Haq, surtout pendant la campagne électorale, et que c'est une des premières femmes dans le pays musulman qui était devenue première ministre pendant longtemps, et c'était en 86. Mes voyages, mon travail, ils m'ont toujours emmené vers le moment, les endroits où une page de l'histoire tourne. À Rwanda et Burundi, comme vous vous souvenez, il y a eu une vraie tragédie pendant cette bataille entre les deux tribus de Hutus et Tutsis. Des fois, quand on est journaliste, on peut deviner, enfin pas deviner, c'est pas de devinette, c'est on peut savoir, selon les informations qu'on a, ce qui peut arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans une région. C'est pour ça que des fois, nous, on est sur le terrain, il se passe quelque chose et les gens ils disent « Comment vous savez ?» Je dis ça suffit de lire les journaux, il y a toujours des petits indices, que quand c'est le métier, on peut savoir. Donc, j'ai couvert cette histoire de génocide de Hutus et Tutsis pendant plusieurs temps, sur plusieurs années. Et il y a eu des massacres que j'en passe, enfin terribles, par les machettes. C'était le moment le plus brutal de l'humanité, un des moments les plus brutaux. Mais ce que je voyais et ce que cette photo présente, c'est ces hommes qui ont perdu toute leur famille, presque, dans le massacre, qui ont dû traverser les forêts et les lacs pendant des jours en se cachant, et qu'ils arrivent dans un camp de Médecins sans frontières, et les premières choses qu'ils font, les mêmes morts, ils se mettent à construire leur future maison. Et c'est ce que j'ai vu aussi dans la guerre, c'est cette résilience extraordinaire qui existe dans l'humanité, et qu'on le découvre des fois dans les moments les plus durs et les plus difficiles dans l'humanité. Pas dans les moments confort, mais c'est dans ces moments d'un seul coup on voit la grandeur de l'âme des êtres humains, la grandeur je dirais, de ce qu'est un homme, ou quand je dis homme, femme et homme, je parle de l'humanité, sont capables de le faire. Évidemment, dans la guerre, une des armes les plus lâches qui existent, c'est la violence. Et j'étais témoin dans la guerre de Balkan, en Afrique, dans la guerre de Karabakh et Azerbaïdjan, témoin des viols commis par les soldats. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces femmes, elles tombent enceintes. Et beaucoup, elles veulent garder leurs enfants pour des raisons qu'elles disent « c'est mon enfant, je veux le garder ». Mais tout de suite, une fois qu'elles veulent garder l'enfant, elles sont rejetées par la communauté. Donc, dans ces moments de Rwanda, Burundi, j'avais fait un grand sujet sur 1500 femmes qui étaient violées, ils avaient gardé leurs enfants et ils étaient rejetés par leur communauté, de leur village, même de camps de réfugiés. Ça, c'est un exemple d'une grande père qui était assis devant chez lui, dans le village, parce que dans la chambre, il y avait sa petite fille, Alphonsine, 16 ans,
qui était violée, qui avait un enfant, elle voulait garder l'enfant, et tout le villageois, il voulait ou le tuer, ou le rejeter. Et il était campé devant la maison, constamment, pour protéger sa petite fille. Mais il avait perdu la voix de ce qu'il avait vu, de ce qu'il ne parlait plus. Il était devenu, comme on dit, speechless. Quand je dis photographie pour l'humanité, je viendrai plus tard en détail, mais étant donné que depuis presque 50 ans que je manie l'image et la photographie, pas seulement en tant que photographe, mais en tant que quelqu'un qui a un regard vers la société d'aujourd'hui, de voir quel est le rôle de la photographie aujourd'hui dans notre société. Comment, dans chaque métier aujourd'hui, on utilise la photographie. Il n'y a pas un seul métier aujourd'hui dans le monde qui peut dire « je peux passer des photographies » ou « je n'ai pas besoin de photographie ». Tout le monde a besoin. C'est un langage universel. Et des fois, devant les problèmes sociaux ou d'autres, la première question que je me pose, c'est est-ce que la photographie peut aider, peut trouver une solution? Là, on est dans un camp de réfugiés à Goma, en ex-Zaïre. Il y a 2 millions de réfugiés Hutus et Tutsis qui ont fui les massacres. Et comme vous le savez, quand on fuit les massacres, on n'a pas le temps d'aller chercher ses enfants, de prendre ses bagages et son chat et son chien. Chacun, il court dans un coin. Et ils se perdent tout de suite. C'est des millions de gens qui se mettent en route dans ces moments de... Et là, il y avait 12 000 enfants qu'on ne savait pas où sont les parents. 12 000 enfants dans un camp tenu par l'UNICEF. C'est là où j'ai aidé l'UNICEF et Croix-Rouge internationale en formant des réfugiés eux-mêmes pour leur donner des appareils photo et des films en disant continuez à photographier ces enfants. Ces 12 000 enfants étaient photographiés par ces réfugiés que j'ai formés à devenir photographes. Ensuite, on avait créé des grandes expositions dans les camps. 12 000 portraits dans 5 camps, donc 5 exemplaires de cette expo étaient mis dans les camps de réfugiés. Et les gens de l'UNICEF et Croix-Rouge, ils allaient avec le haut-parleur inciter tout le monde. Si vous avez perdu un enfant, si vous cherchez un enfant, un membre de famille, venez dans tel endroit. C'était la tente de l'exposition. Enfin. Et tout le monde venait, regardait et cherchait. Et dans 4 mois, de ces 12 000 enfants, 3 500 enfants, ils ont trouvé leurs parents. Ou les parents qui ont trouvé leurs enfants. Ou une tante qui a trouvé un enfant. Donc, voilà comment, à un moment, la photographie a pu aider un vrai problème qui était comment on fait avec ces 12 000 enfants. Ici, c'est la grand-mère de Paul qui vient de trouver son petit-fils. Il n'avait pas reconnu sur la photo, il avait reconnu la poule verte parce que c'est elle qui l'avait fait avant. Et elle a dit, je connais cette poule verte, c'est moi qui l'ai fait, donc ça doit être mon petit-fils. Et c'était vrai, c'était son petit-fils en vie. Juste pour vous dire aussi une petite anecdote pendant cette période, c'est que là je me suis rendu compte que nous avons vu des photos des gens, des amis, des frères, des familles. Donc notre cerveau était programmé pour connaître quelqu'un en regardant la photo. Les gens qui n'ont jamais vu les photos, ils n'ont pas cette connaissance de cerveau. Leur cerveau, il n'arrive pas à tout de suite connaître quelqu'un. Et ce qui est arrivé ici, beaucoup des moments, les gens, ils n'arrivaient pas à connaître. Il y a un jour, on a vu une mère qui cherchait son fils pendant plusieurs jours, il venait regarder. Et finalement, au bout de 4-5 jours, il était tombé par terre, il pleurait. Quand les gens de l'UNICEF avaient dit « Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez ?» Il avait montré une photo et il avait dit « J'ai trouvé mon fils, mais le pauvre, il lui reste que la tête. » Et elle avait dit « Non, ne vous inquiétez pas, on va vous enlever tout. » Et c'est de voir des fois combien nous sommes loin de la réalité des autres.
On croyait qu'en montrant juste les photos, pour les gens c'est évident, mais finalement non. Pour beaucoup de gens, c'était pas évident de dire que ça c'est la photo présente quelqu'un. Enfin. D'autres phénomènes où je dirais la plaie de notre civilisation, et que moi en tant que témoin de notre histoire, je devais me trouver photographié, c'était la famine. J'avoue que quand je voyais les photos de famine faites par les autres, enfin, j'arrivais pas à sentir que il faut montrer la dignité de l'humanité. Il faut arriver de passer de ce corps complètement squeletté, mais ce sont des êtres humains, ce qu'on voit. Mais comment connaître ça? Comme je vous disais, dans mon travail, je suis toujours emmené à côtoyer le plus proche des gens. Je ne me sépare pas des gens, j'essaie de passer du temps avec eux, j'essaie d'avoir presque la même vie, le même endroit, que le même plat, le même endroit qui dort. Et pas devenir quelqu'un qui sort de son hôtel, il vient et il fait des photos et il part. Mais comment faire quand vous allez photographier quelqu'un de famille? Ça, c'était un moment où j'ai travaillé ensemble avec Frédéric Mitterrand, il devait faire un film, et moi, photo. Et avant d'aller, c'était en Somalie, pendant 72 heures, je me suis enfermé dans mon appartement parisien sans manger. Pendant 72 heures, j'ai voulu comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire avoir faim. Et j'imagine que quand vous sautez un ou deux repas, vous sentez qu'est-ce que ça veut dire un peu. Et, en tout cas, c'était à ce moment-là, quand je me suis trouvé devant lui ou elle, que j'ai vu le penseur de Rodin. J'ai vu la personne qui me questionne. J'ai pas vu une personne qui meurt de faim. J'ai vu un être humain qui nous questionne et constamment qui dit mais comment vous pouvez construire le plus grand bâtiment du monde? Comment vous pouvez traverser les océans avec 10 000 soldats dans 24 heures avec toutes les munitions et vous ne pouvez pas m'emmener de quoi manger et ne pas mourir? Et c'est ça votre volonté de l'être humain. Donc c'était constamment, chaque fois, c'était ce questionnement, c'est Rodin de notre temps. D'autres moments aussi, comme je disais, j'ai passé beaucoup de temps dans les zones de guerre et conflits que ailleurs. Pendant la guerre de Balkan, j'étais à Sarajevo. Sarajevo, c'était au centre de l'Europe. Et c'était une ville assiégée pendant plusieurs années. Une ville assiégée où tout était mis au feu, où les francs-tireurs serbes, ils avaient encerclé la ville et qu'ils tiraient sur tout ce qui bougeait, qu'il y avait des fois même des familles où leurs proches étaient tués devant la porte de leur maison et pendant plusieurs jours, ils n'osaient pas d'aller le chercher. Donc c'était ce moment à Sarajevo, dans les rues, où je rencontre cette petite fille avec ses poupées et que devant mon étonnement total, presque, je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il tire partout. Il dit je vends mes poupées. C'était fin décembre, quelques jours avant Noël. Je dis mais explique-moi qu'est-ce que ça veut dire tu vends tes poupées pendant la guerre? Ici, dit oui, parce que vous savez monsieur, ma grand-mère que je l'adore, elle n'a pas mangé depuis 4 jours, elle a faim. Et je me suis dit, ça c'est la meilleure chose que j'ai dans ma vie, mes poupées je vais les vendre pour acheter du pain pour ma grand-mère. C'est aussi ça la guerre, je veux dire, la grandeur aussi de l'âme, de cette petite fille qui est prête de sacrifier la meilleure chose qu'il y a dans sa vie pour aider sa grand-mère. Et c'est de ça qu'on tous ces gens qu'on rencontre dans les ruelles de notre monde, qui devient aussi quelque part mes maîtres à penser, qui me montrent aussi la vie, l'humanité, comment il faut qu'il soit. Ou cet homme, Baloutchistan, Pakistan, à 75 ans, qui fait 20 km par jour avec ses chaussures que vous voyez pour juste aller ramasser les petites branches de rares
dans le désert pour la cuisine, pour ramener à la maison. Et ce qui est incroyable, c'est que ces chaussures, j'ai fait une recherche, c'est la première forme de chaussures que l'humanité a fait en utilisant les plantes. Ça existe encore au Balochistan. Ces dernières années, je me suis beaucoup concentré là où c'était le moment fort et important de ces dernières années, c'était l'arrivée de Daesh. Donc, je suis allé, j'ai passé plus de 4 ans en and off, évidemment, en Kurdistan irakien, avec les Peshmerga kurdes qui se battaient contre Daesh. Là, c'est sur une des fronts avec les Peshmerga kurdes qui venaient de prendre la ville de Shingal. Et ça, c'est la ville de Shingal qui était pendant 2 ans sous l'occupation de Daesh. Et c'est la ville de Yazidi, c'était le chef-lieu de Yazidi. Donc pendant ces années, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le peuple de Yazidi, dont plus de 5000 femmes et filles étaient kidnappées par Daesh, étaient emmenées dans les villes sous l'occupation de Daesh, étaient vendues après la prière de vendredi devant les mosquées. Vous m'entendez? Après la prière de vendredi, devant la mosquée de Mossoul, il emmenait les femmes, les filles qu'il avait pris en otage, et il le vendait. Il le vendait, vous voyez ce que je veux dire? Après la prière de vendredi. Tout est dit dans cette histoire, n'est-ce pas? Tout est raconté dans cette histoire. Et c'est les mêmes Kurdes que s'ils n'avaient pas battu contre les Daesh, si ils ne s'étaient pas sacrifiés, presque plus de 15 ou 16 000 Kurdes étaient tués dans ces batailles. Aujourd'hui, Daesh était à notre porte. Daesh avait pris Syrie, Daesh avait pris l'Irak et Turquie, et c'était déjà le plus grand califat que vous pouvez imaginer s'il avait eu ça. C'est les mêmes Kurdes qu'aujourd'hui, quand vous avez suivi, qu'on a abandonné, qu'ils sont en train de se faire tuer par les Iraniens, par le régime islamique, par la Turquie et d'autres. Vous voyez, quand je parlais de ces femmes yazidis, moi j'avais fait un grand sujet sur eux. J'ai rencontré des centaines de ces femmes qui me racontaient leurs histoires. Et chaque histoire, c'est une honte pour l'humanité. Et un jour, j'ai voulu aller sur le chemin, sur la route où ces femmes étaient kidnappées par Daesh, pour photographier l'ambiance de cette route où les femmes, elles disaient voilà. Et je me suis arrêté devant cette chemise par terre. Toute l'histoire était dedans. Toute l'histoire de cette chemise et ce qui s'est passé après le kidnapping, c'est dans une seule photo. Et je me suis arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin que ça. Et évidemment, beaucoup de ces femmes ou ces filles, ou leurs sœurs ou leurs cousines, voilà, ils sont pris des armes. C'est eux qui sont battus aussi contre Daesh, c'est eux qui sont sacrifiés, des centaines, des milliers de ces femmes, de ces filles, ils sont battus contre Daesh, ils sont sacrifiés aussi. Et... Pardon? Le drapeau, c'est le drapeau de quel pays? Ça, c'est le drapeau de Kurdistan irakien. Ouais, tout ça, c'est des Kurdes. Ouais. Donc, voilà, c'est ça, c'est le drapeau. D'ailleurs, Kurdistan irakien, c'est l'endroit où on voit une tolérance religieuse totale, où les chiites, les sunnites, les juifs, les chrétiens, tous ils vivent en paix ensemble. C'est un pays démocrate où les femmes sont libres de porter ce qu'ils veulent. Donc il y a une vraie volonté démocratique chez ce peuple que j'étais témoin. Je passe d'autres endroits. C'était un reportage au Turkménistan où j'ai rencontré le cheval Akal Teke, qui est le plus beau du monde. Un voyage en Algérie m'a emmené dans le désert algérien. Et donc,
Photographier le paysage et la beauté, en réalité, c'est ce que j'aime faire. Mais je suis emmené à aussi photographier l'autre côté, le côté noir de l'humanité aussi, pour faire réagir, pour témoigner. Ou dans le même Kurdistan dont je vous disais, dans la région de Barzan, un jour, je suis tombé sur cet arbre qui était amoureux d'un rocher. Vous voyez, l'arbre amoureux d'un rocher qui caressait cet rocher avec une telle bonheur, avec une telle merveille. Je suis retourné 4 saisons pour voir l'histoire de cet amour entre les deux, et c'était merveilleux dans chaque saison. Ou les cultures du monde, enfin, j'ai beaucoup étudié Rumi, je lis Rumi beaucoup, et je photographie aussi les derviches dans tous les pays dont j'y vais. Faire des portraits, c'est une autre façon pour moi de raconter l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, des femmes de ce monde, par leurs portraits, par leur regard, parce que quelque part, les yeux sont les fenêtres de l'âme, et j'essaye, avec mes photographies, de sortir ce qui est dans ce regard, de ce qui est derrière cette fenêtre, l'âme des êtres humains. Même les statues. Un jour, je faisais un sujet à Washington sur l'arrivée de Trump au pouvoir, les manifestations des femmes, et c'était aussi l'anniversaire de Martin Luther King, et je suis allé devant son statue, et il pleuvait, et j'ai eu l'impression que Martin Luther King, le jour de l'investiture de Trump, il pleurait. Et voilà ce qui peut vous arriver si vous vous trouvez en plein Sibérie, en moins 40 degrés, ce qui m'est arrivé en photographiant l'histoire d'un peuple de chasseurs. La façon dont je travaille, ma relation avec les gens que je photographie, cette photo, c'est un bon exemple. Je me sens toujours, comment dire, la poussière sous les pieds des gens que je photographie, parce qu'ils me permettent de raconter leurs histoires et ils m'offrent leurs âmes et leur corps. Et pour cela, pour que je puisse vraiment rentrer en contact avec les gens, eh ben, chaque fois, dans chaque pays, dans chaque reportage, je suis quelqu'un de différent. Vous voyez, chacun de ces vêtements, c'est dans un pays différent, c'est dans une histoire différente. Des fois, je passe 1 an ou 6 mois dans un pays avec un peuple, et j'ai toujours un petit appareil. Évidemment, si nécessaire, je mène aussi tous les gros engins, comme on dit, mais c'est vraiment une immersion totale dans la vie, la culture des gens. C'est pas le monsieur qui arrive, qui sort de bus, de touriste, qui fait quelques photos et qui part. C'est vraiment connaître la vie des gens, leurs histoires, jusqu'à être habillé comme eux. Mais ça, c'était la moitié de ce que Reza photographe. Parallèle à mon travail photographique et connaissant l'impact de l'image dans notre société, et ça s'explique très bien avec une seule image, ce que nous sommes devenus, notre civilisation d'aujourd'hui. L'image, c'est un langage universel. Il y a eu hiéroglyphes, il y a 4500 ans, les langues d'image. Aujourd'hui, nous avons passé à un hiéroglyphe de notre temps, qui est les emojis. Emoji, ce langage, c'est équivalent de ce qui était là, et que nous sommes en train en créant ces emojis, en train de parler avec toute l'humanité, sans connaître les langues. Donc, l'image, ça a cette vertu de devenir un langage universel, de pouvoir parler au monde entier. Et c'est à partir de ça où j'ai créé Reza Visual Academy, que je vous expliquerai ce que c'est. D'une part, en plus de publications dans les magazines, dans les journaux, dans les télévisions, en tant qu'architecte, je fais beaucoup des installations dans les villes du monde.
avec mes photographies. Donc je crée des expositions en racontant les histoires de ce que ça et c'est. La Villette, par exemple. Ici, c'était devant la mairie de Paris. C'était une autre forme d'expo. Je fais le design des expos et j'expose dans les différentes parties des villes. Là, c'était à Corsica, dans le Corse. C'était un portrait de Laetitia Casta, qui est de Corse, et cette petite Afghan qui se ressemblait. Et c'est sur 25 mètres de haut. Et ce sont ce genre d'installations que je fais dans différents pays du monde pour raconter l'histoire par la photographie. Ici, c'est la Bourse de Paris. Donc, j'avais fait une installation, exposer mon photographie autour de colonnes de bourse. Là, c'est la vallée de Panchir, sur une promesse que j'avais faite à Massoud en disant qu'un jour j'exposerai les photos que j'ai fait ici pour les gens de Valais. Après sa mort, je suis retourné, j'ai créé cette installation autour des chars russes qui étaient détruits par Massoud et ses hommes. Et j'ai fait une donation de ces photographies pour les gens Parce que la photographie, c'est une forme d'éducation. Il faut voir qu'on apprend énormément de choses en regardant les photos. On n'a pas besoin de langue. Et je fais ça dans les hôpitaux, par exemple. C'est un grand projet. D'ailleurs, parmi vous, si vous avez... j'ai déjà exposé dans 3 hôpitaux. Et ça a énormément eu impact. Parce que beaucoup de gens qui viennent dans les hôpitaux, les malades, ils se promenaient avec leur... comment on dit ça, leur infusion. Là. Ils allaient voir d'une photo à l'autre. J'ai des photos de ça, des malades qui vont là. Et où les gens qui viennent pour visiter, ils n'ont rien à faire. Et ben, ils commencent à regarder les photos, ils s'intéressent. Et ça crée des vrais liens. C'est une autre forme de créer des ambiances complètement différentes dans les hôpitaux. J'ai fait aussi une expérience dans la plus grande prison de France, la haute sécurité, la maison de santé de Arles, qui est la haute sécurité, où les gens qui sont condamnés à perpétuité, ils sont là. Donc pendant 1 an, je donnais des cours à ces prisonniers, mais en même temps, quand un jour le directeur de prison, une dame qui m'avait dit qu'il y a beaucoup de violence entre les prisonniers, mais aussi prisonniers et les policiers, et j'avais dit, bah, c'est normal, vous ne voyez pas vos couloirs, comment dirais-je, blancs. Je suis architecte, je sais ce que ça veut dire, je sais ce qui fait ces couloirs. On va faire une expérience, j'ai fait une donation de 30 tirages, où chaque tirage c'est photo d'une partie du monde, d'une histoire extraordinaire. Et 6 mois après, elle me disait, vous savez Reza, vous avez raison, il y a une diminution de violence depuis qu'il y a votre expo dans le prison. Donc ce sont des expériences aussi que je mène constamment dans les différents lieux, différents endroits, de voir comment, avec la photographie et l'histoire qu'il raconte, on peut atteindre un autre niveau de... Ça, c'était une expo aussi pour la première fois au Petit Palais, que j'avais fait une grande installation de Petit Palais. C'est la première expo photo dans l'histoire de Petit Palais qui avait accepté de faire. Et voilà, de nouveau, quand je disais que depuis le début de mon travail photographique, j'ai aussi eu cette envie de former des autres gens. Ça, c'est moi, en 83, dans les camps de réfugiés afghans, au Pakistan, où j'ai commencé à former des réfugiés à la photographie. 1983, presque 37 ans déjà, où j'avais eu cette idée que si les réfugiés pourraient raconter leurs histoires en photo, il y aurait un autre impact. Et depuis ce moment, je continue cette volonté de formation à tous les métiers de médias. Donc ça, c'était mes premiers cours. Depuis, un des grands projets que nous avons fait, c'était en 2001 de création le plus grand centre de formation à tous les médias à Kaboul.
après la chute de Taliban, où le pays était complètement déchiqueté, il n'y avait absolument rien, je crée une fondation, le Bunyad Farhangi wa Matbuati Aïna, la fondation de Aïna, pour former surtout des femmes afghanes à tous les métiers de médias. Nous avons créé une première magazine pour enfants, Parvoz, ça c'est distribué gratuitement dans les orphelinats par UNICEF dans la région, ici c'est à Bamiyan. Première magazine pour les femmes en Afghanistan. Donc, vous voyez, quand je dis la photographie, c'est donner des informations, mais aussi, quelque part, emmener les médias. Parce que mon concept, c'était que pour emmener la démocratie en Afghanistan, c'est pas avec des armes et des avions, et des bombardements, c'est avec la liberté d'expression. Et il faut aussi donner les moyens des gens de se parler, de se comprendre. Donc ça, c'était le premier magazine pour les femmes que j'ai lancé, qui s'appelait Malalai, en 2002. Les premiers groupes de femmes afghanes formés à faire des films documentaires sur la vie des femmes afghanes. Parce qu'en Afghanistan, on avait toujours eu des informations faites par les hommes, journalistes, qui allaient interviewer des hommes afghans. Donc, comment les 50 autres pourcents des gens avaient vécu, c'est seulement en formant des femmes qui pourraient former et faire des films sur l'histoire des femmes afghanes. Ensuite, j'ai créé ce groupe de cinéma mobile pour WHO, pour UNICEF, pour beaucoup des organisations de médecine en Afghanistan, pour sensibiliser les femmes dans les villages à tous les problèmes de santé. En faisant des petits films de 10 minutes sur allaitement, sur comment il faut bouillir l'eau, et tout ça c'était des histoires, c'était pas des films documentaires ou un médecin habillé en blanc qui va raconter, c'était de prendre l'histoire de folklorique, Malek Jamshid, toutes ces histoires de raconter pour les enfants, mis en film 10 minutes, dans lesquels on mettait le message de UNICEF, comment il faut bouillir l'eau. C'était le prince qui devenait malade et après on savait comment faire. Et ces films qu'on a montrés dans les villages, dans une région, il y a eu 40% de baisse de mortalité enfantine après 6 mois qu'on a montré les films dans le village. Donc, utiliser l'image pour beaucoup d'autres raisons, c'est ce que je fais, c'est ce que on emmène d'autres programmes. C'était création d'une radio en Afghanistan qui s'appelle La Voix de femmes afghanes, et comme emmener l'éducation dans les maisons au lieu de construire des écoles, parce que Taliban il allait détruire l'école. Et là c'était cette radio où on passait tous les messages de santé, de violence domestique, de loi, par radio. Première femme photojournaliste en Afghanistan. Elle travaille aujourd'hui pour Agence France Presse, pour Associated Press. Il y a des hommes aussi qu'on a formés. Un de nos élèves, il a eu le prix Pulitzer de photographie, première Pulitzer en Afghanistan. Voilà, ça c'était le prix Pulitzer par Massoud Hosseini, un de nos élèves. Je mène le même histoire, utilisation de la photographie aussi dans le banlieue. Dans les banlieues en France, ici c'est Toulouse dans le quartier de Mirail, qui est un quartier très très dur, où j'ai formé 40 jeunes pour raconter l'histoire de banlieue en photographie de l'intérieur. Ensuite, on fait des grandes expositions dans les villes, dans le métro toulousain, dans les salles des illustres de mairie, parce que c'est cette méconnaissance, cette crise d'identité des banlieues qui est aussi à l'origine de beaucoup de problèmes qui existent. Donc ça, c'était à Toulouse. Je mène le même projet dans le banlieue le plus dur de l'Europe, en Sicile, près de Catane, avec 100 enfants. Ici, c'est à Saint-Ouen. Donc à Saint-Ouen, à Bondy, à Dijon, à Metz, à Nancy, j'ai lancé plusieurs formations pour les jeunes décrocheurs d'école qui deviennent la voix de leur banlieue, qui racontent leurs histoires. Pas seulement, comme ils disaient eux-mêmes, les mauvaises histoires
qui est dans les médias, mais la vie de l'intérieur. Et ici, c'est au centre de Buenos Aires, c'est un nouveau projet que j'ai fini dans les favelas de Buenos Aires, avec 60 jeunes complètement dans les favelas le plus dur, où ils montrent l'histoire de leur quartier dans le centre-ville. Imaginez ici, c'est comme la place Bastille ou la République de Buenos Aires. Le même projet, on mène aussi dans le camp de réfugiés. Les camps de réfugiés racontés par des enfants réfugiés. Donc, on a formé dans plusieurs camps de réfugiés en Afrique et récemment aussi dans le camp de réfugiés en Kurdistan irakien, des enfants pour raconter la vie des camps de réfugiés. Ensuite, c'est publié dans les journaux, c'est publié dans les magazines, on expose leur travail. C'est d'une façon donner la voix aux gens qui vivent l'histoire eux-mêmes. Donc c'est une autre façon d'emmener l'éducation, emmener la vie dans les endroits où, comme les camps de réfugiés, c'est presque la fin du monde pour eux. Vous voyez ici par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait 2 expos sur le quai de Seine. Une première c'était 2013, celle-là. Et le deuxième, c'est 2015, qui était l'histoire des réfugiés. Il s'appelait « Une rêve d'humanité ». Et là, on avait aussi exposé la photo de ces enfants que vous venez voir, qui étaient formés dans le camp de réfugiés en Kurdistan irakien, des enfants réfugiés syriens. Et ils ont vu leurs photos exposées sur le quai de Seine. D'ailleurs, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, aussi était parmi les gens qui ont venu visiter. Donc, pour dire que cette photo, c'est... pardon. Ça, c'est une photo d'une de cette fille à 12 ans que vous avez vue dans le camp de réfugiés, qui est photographiée. J'ai aussi des fois d'autres visiteurs de l'expo qui viennent en anonyme me dire « je viens, mais ne dis à personne ce que je suis ». Vous avez connu? Ou c'était un autre endroit, ça c'était l'exposition des mêmes photos des enfants réfugiés à Bruxelles, dans le bâtiment de l'Europe aussi. C'était exposé de leurs histoires. Là c'est une de mes classes dans ce camp de réfugiés. Vous avez vu les enfants. À ces âges-là, les enfants, ils commencent à vraiment devenir le vrai vecteur de leurs histoires. Ils savent exactement de quoi parler, comment raconter leurs histoires. D'ailleurs, ce que je les apprends, c'est pas vraiment de la photographie. J'ai dit, racontez votre vie et votre histoire. Et cette fille, Maya, s'appelait Maya Rostam. Son prénom, c'est Maya. Son nom de famille, c'est Rostam, Maya Rostam, un enfant réfugié kurde syrien de 12 ans qui voulait absolument faire partie des cours et que finalement je l'ai accepté et j'ai demandé mais pourquoi tu veux vraiment faire partie? Il a dit parce que j'ai entendu qu'avec cet appareil on peut raconter notre histoire, on peut dire au monde ce que nous vivons. C'est un enfant de 12 ans qui me dit ça dans le camp de réfugiés. Donc, je lui passe un appareil photo. Je dis demain, à classe, on commence à 9h. À 9h, elle n'est pas arrivée. À 9h30, elle n'est toujours pas là. Et mon assistante, que lui-même est réfugié, il a commencé à dire que vous avez vu, monsieur, vous avez donné un appareil, on a perdu l'appareil, elle n'est pas venue, vous êtes très gentil. Je dis, on va voir. À 10h, elle est arrivée, Maya rentrait dans le temps. Je l'ai interpellée un peu sec, comme je suis un prof un peu dur avec mes élèves. Et je dis, pourquoi tu es en retard? Et il s'est rapproché de moi en montrant son appareil, une photo. Il a dit, monsieur, j'ai photographié la raison de mon retard. J'ai dit, écoutez, moi j'ai déjà, quand j'étais petit, je faisais plein de blagues comme ça à le prof
tu vas pas me faire le coup, j'ai photographié la raison de mon retard, qu'est-ce que ça veut dire? Montre-moi. Mais elle était sérieuse. Elle avait vraiment compris le message. Et elle m'a montré la photo, et j'avoue que je suis tombé en sanglots en voyant la photo. C'était tellement forte. Elle a dit, voyez monsieur, mes chaussures étaient gelées, et c'est pour ça que je suis en retard. Et j'ai photographié mes chaussures pour vous montrer pourquoi je suis en retard. Et ça, c'était pour moi aboutissement de 40 ans de formation que je mène dans le monde, de dizaines de milliers d'élèves que j'ai. Racontez votre histoire, parce que c'est ça qui touche les gens. C'est ça qui crée des liens entre l'humanité. C'est pourquoi, en plus de tout le travail photographique que je fais, je forme tous ces gens, cette transmission. Pourquoi? Certes, on peut dire que oui, en Iran, nous avons cette culture de transmission, certes, oui, mais je suis tellement convaincu que nous avons peur de l'inconnu et que la photographie, c'est un très bon moyen de créer des liens entre les individus, entre les communautés. Et c'est pour ça que je continue à faire ces formations. Et c'est pour ça que quand j'étais invité pour venir parler avec vous, comme je vous disais dès le début, je vous connais très bien parce que j'ai vu vos collègues sur les zones de guerre, des conflits, et je sais combien parmi vous il y a cette idée de sacrifice aussi, cette idée de l'aide à l'humanité. Je vous ai vu sur le terrain. Quand j'ai dit vous voyez ce que j'ai... Et donc, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous et expliquer ce que je fais et comment la photographie peut quelque part aider l'humanité, parce que je suis vraiment convaincu que l'art est une solution pour beaucoup des problèmes d'aujourd'hui de l'humanité. Évidemment, pour faire un petit clin d'œil, c'est aussi ça qui est une solution. C'est l'art, certes, mais avec du cœur aussi. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.